السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا في الكونسيبت ديالنا فين كنديروا دي زانترفيو مع نو شيخ بروفيسور في فاكولتي دو ميديسين. الضيف ديال الحلقة ديالنا اليوم هو بروفيسور بن سوده كو جو ليس بريزونتي افون. Merci pour l'accueil. Je suis professeur Mohamed Mehdi Messouda. Je suis professeur assistant à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Spécialité gynéco-obstétrique. آه، نشأت وترعرعت في الاف ام بي سي دونك بير برودوي كازابلانكي. شكرا استاذ حيت بغيتي تلبي الدعوة ديالنا ونبداو دابا الحلقة ديالنا. اول سؤال اللي غيكونوا كتسائلوه كاع الناس اللي كيتفرجوا فيا دابا وكيقراو في الميديسين هو علاش لا سبيسياليتي اللي اختاريتي كانت هي جينيكولوجي؟ واش سيتي ان شوا بيرسونيل او لا في الاخر فوز افي ريغريتي او با؟ Là, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas regretté. La spécialité de la gynécologie obstétrique, كانت كتبان ليا, c'est-à-dire مني قريتها sur les bancs de la fac, كانت بدات كتبان ليا. C'est une spécialité médico-chirurgicale, وانا كنت باغي ندير شي حاجه médico-chirurgicale. J'étais entre la réanimation que j'adorais et des spécialités chirurgicales comme l'ORL, la chirurgie viscérale, la gynéco. Mais la gynéco, c'est une spécialité qui m'a vraiment captivé quand on l'a eu sur les bancs de la fac. C'est une spécialité, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, qui va allier la chirurgie, la médecine, la radiologie, etc. Et c'est aussi une spécialité qui se base sur la santé de la femme dans les différentes étapes de sa vie. Euh, et moi, c'est ce qui m'a le plus passionné. D'accord, professeur, merci beaucoup. Ma question maintenant serait, pour faire la gynécologie, vous avez dû passer par la voie de l'internat. Parlez-nous un peu plus en détail de l'internat. Est-ce que vous conseillez aux jeunes étudiants de passer par cette voie pour mieux se former, ou bien vous pensez que c'est personne dépendant? C'est sûr que c'est personne dépendant. C'est pas la seule voie. L'internat n'est pas la seule voie. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de la vendre comme la voie royale, etc. On dit que c'est la voie royale parce que on passe 2 ans à l'hôpital et qu'on a une formation vraiment accélérée au sein des services. Mais ça ne veut pas dire que les médecins l'internat, là, c'est pas bien, ou là, etc. Donc l'internat, pour moi, c'était un choix. C'était pas un choix pour faire la spécialité, honnêtement. Euh, دزنا مع بزاف مع des internes vraiment excellents في les services quand on était externe, etc. Ça a toujours été des exemples. Source كتشوف de la motivation. présence. Et c'est une vraie source de motivation. كتشوفهم كيفاش كيخدموا في le service. كتشوف كيفاش كيتعلموا كيفاش. Donc tu les suis et tu es vraiment motivé par ce qu'ils font. Et dans notre système à nous, de médecine, ça m'a paru être la voie qui allait le plus me servir ma formation. Mais après, tu peux faire l'internat et ne pas en profiter. C'est-à-dire que je connais pas mal de gens qui n'ont pas vraiment profité de l'internat. C'est-à-dire que c'était un fardeau pour eux. Mais qu'est-ce que l'internat, c'est tu t'investis le service. خلاوها les anciens chefs de service. L'interne, c'est le premier qui arrive au service, c'est le dernier qui repart. غير pour mettre une petite image, parce que c'est la réalité. Il بغيتي vraiment تستافد من l'internat. ما تديرهاش juste parce que tu veux un choix de spécialité ou شي حاجة بحال هكا, parce que c'est une école dont tu dois vraiment, vraiment profiter. داكوغ، وبالنسبة للانترنا كلشي عارف بلي فيها 4 باساج اللي انت كتختارهم على حساب لو كلاسمون ديالك. شنو هما بور فو لي سبيسياليتي لي سيرفيس اللي كومون تو دوا فيغ لو شوا اون فونكسيون ديال شنو انت باغي دير؟ واش تختار في الاول سيرفيس اللي انت باغي دوز منه، ولا اختار شي سيرفيس اللي بعيد باش تشوف بزاف ديال لي زيكسبيريونس؟ Parfois, tu n'as pas le choix, parce que ça سي فري. dépend Du classement. de ton classement. Mais je pense que ben, dans le service par lequel tu dois absolument passer, c'est un service de réanimation. Euh, Parce que c'est un service polyvalent où où tu apprends
à gérer la gravité et la sévérité de toutes les pathologies. Donc, il a besoin de vulgariser. Le patient ما كيبقاش يخلق. Tu sais qu'au bout, quand ça se complique, voilà ce qu'il faut faire. Et ça t'enlève, de le vivre, ça t'enlève un grand point. De savoir que tu peux t'en sortir quand ton malade se complique, ou là, même si tu n'as pas à intervenir par la suite ta spécialité, mais au moins tu comprends, tu raisonnes, tu as ton mot à dire dans la prise en charge des complications de tes patients. Donc la réanimation, là, pour moi, c'est un service Médical ou chirurgical? médical ou le chirurgical. Anna, Ah, personnellement, je suis passé par le déchocage, d'accord. qui est un service hyper formateur. اللي تعلمت فيه بزاف. Euh, je le dis tout le temps, le service du déchocage, c'est un service où il y a un avant et un après. C'est-à-dire que ما تخرجش كيف ما دخلتي maintenant ليه؟ كيما دخلتي ليه. euh, où tu as une sorte de formation complète, non pas juste sur les compétences, mais aussi sur la résistance psychologique d'IELK. C'est-à-dire que tu testes un peu tes limites parce que tu es confronté à des cas sévères, tu es confronté parfois au décès, et tu essaies de voir tiens, comment tu réagis fait les situations, et c'est un apprentissage. Euh, le premier malade qui se complique, le premier décès, وهادشي كامل, c'est l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Ça doit faire partie de ta formation. وهادشي, la vérité, زعما, j'ai beaucoup appris au déchocage dans ce sens-là. Et c'est aussi un service qui était très formateur, pédagogiquement très riche, etc. Donc c'est vraiment un service que je regrette pas du tout. D'accord. Mais c'est pas le service par lequel j'ai commencé. Qui m'a قلت لك أنا كنت باغي ندير شي حاجة chirurgicale. Euh, j'ai l'impression que en fait quand tu aimes la médecine, par essence, depuis que tu es petit, parce que c'était le cas pour moi, وكتدخل كيعجبوك toutes les spécialités. À chaque fois que tu قرا شي spécialité كتقول waouh, cette spécialité, c'est ce que je veux faire, etc. Surtout le chirurgical alors. Non, non, vraiment, franchement, j'étais intéressé par toutes les spécialités. À chaque fois que je découvrais quelque chose, c'était passionnant. Mais j'ai été piqué quand même par la mouche ديال la chirurgie viscérale, la chirurgie gynécologique, de par mes passages d'externat. La chirurgie viscérale, c'est un service où les externes, les faisant fonction, mettent la main à la pâte, rentrent au bloc, mais les chirurgiens. C'est vrai. Et donc, tiens, Omar, il te donne l'occasion de découvrir ce que c'est que le bloc opératoire. Et, euh, et moi, la chirurgie viscérale, Tiao, c'était un service, c'est le service par lequel je suis Interne. passé au début, alors que c'est un service qui me forcément C'est les vrai. internes en tant que premier passage, mais moi, je voulais absolument le faire parce que euh, c'était dans mes plans de peut-être finir chirurgien viscéraliste. Oui. Euh, Ensuite, quand je suis allé faire le déchocage, j'ai découvert la réanimation, qui m'a beaucoup intéressé. Et donc, je suis passé, le troisième passage, un autre service de réanimation, anesthésie, Donc deux services de réanimation. pour découvrir l'anesthésie. Parce que j'étais vraiment absorbé par la réanimation anesthésie. J'aimais bien avec le côté polyvalent qu'on pouvait avoir la spécialité. Et c'est vrai que c'est la spécialité, c'est la déesse des spécialités. فهمتي. C'est vrai. Tu Ça, participes dans toutes les opérations, tu participes toujours dans présent. tout, tu as ton mot à dire, tu sais, tu connais toutes les complications de toutes les C'est vrai. pathologies, tu sais les gérer, tu développes un esprit de raisonnement زعما très correct, et même la capacité d'agir dans l'urgence, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Et donc j'ai fait quand même un troisième passage en réanimation anesthésie, en réa maternité. Oui.
donc la réanimation obstétricale, Tiawa, qui était un service très formateur où j'ai découvert l'obstétrique, la gynécologie. Mais fallait que l'occasion, mais sincèrement, je pensais pas à faire la gynéco, C'est même vrai? si j'étais en réa maternité. C'était quoi votre premier choix? J'étais vraiment allé sur la réanimation. Ah, J'étais vraiment allé, je suis vraiment allé sur la réanimation. Euh, et donc j'ai comment ملي كتبدا تعرف راسك بشويه بشويه كتبدا تورينتي ديك الساعات les passages ديالك. Et donc je me suis dit euh, j'ai fait la réanimation, je veux faire la réa, donc je vais aller par un service de cardiologie pour essayer de voir la pathologie cardiaque en lien toujours et dans l'objectif de faire la la réanimation. réanimation. Mais c'est pas c'est pas comme ça que ça s'est C'est passé. vrai. هادشي كنبغي نعاودو غير باش نقول بان بعض المرات tu sais pas tu sais Jusqu'au dernier moment. parfois, c'est au dernier moment que ça se joue parce que tu fais rentrer en considération d'autres choses. J'ai fait ce parcours de réa, mais je restais attaché quand même à la chirurgie parce que quand tu es piqué par la chirurgie, c'est difficile de C'est vrai. تخرج منها. ملي كتبغي تخدم يديك l'ambiance du bloc opératoire, etc. C'est ce qui me passionnait le plus. Et donc, c'est ce qui a fait que, à un moment donné, je commence à réfléchir sérieusement une spécialité chirurgicale, اللي كانت هي لا جينيكولوجيا les فهمت. quintiers, la gynécologie. قبل ما ندوزو لا جينيكولوجي وندوي عليها بلوز اون ديتاي واحد السؤال باش نساليو من الانترنا. Est-ce que ces 2 ans d'internat étaient utiles pour vous, pour votre spécialité en particulier, la gynécologie? C'est clair et net. Ne serait-ce que par les passages en réanimation, c'était vraiment formateur. D'accord. Maintenant, dans ma pratique quotidienne, parce que l'obstétrique, et on aura l'occasion d'en parler, c'est une spécialité où on travaille beaucoup en équipe. Donc si on aime le travail en équipe, là, c'est une spécialité Oui. qui peut être faite pour nous. Et donc on travaille en équipe avec des sages-femmes, avec des réanimateurs, et cetera dans le quotidien. Et donc ça me permet d'avoir cette double vision de la réanimation et du réanimateur et de l'obstétricien en même temps, sachant que l'obstétrique qu'on pratique à l'hôpital en niveau 3, c'est une maternité de niveau 3, ça reste on reçoit quand même des patientes majoritairement, ou là, avec une grande fréquence, des patients de réanimation. Et donc, je suis confronté à ça dans ma pratique Quotidienne. quotidienne. Mais rien pour clore le sujet de l'internat, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, à part le fait que ça t'aide à choisir ta spécialité, etc., تجرب هذا, ولكن c'est واحد l'aventure humaine incroyable. Je sais que c'est le cas dans toutes les villes, mais les associations d'internes ne sont pas que des associations, ce sont vraiment de véritables familles. Et c'est des familles où une fois tu rentres ماشي au bas de l'échelle, je pense que vous avez compris, زعما شنو بغيت نقول, mais ملي كتبدا en première année d'internat, tu rentres directement dans une famille où هادوك الناس اللي كاملين كبر منك ne serait-ce que في l'internat ou في la spécialité, etc. Du jour au lendemain, كترجع واحد le lien vraiment très fraternel et très familial. Ils sont vraiment aux petits soins معاك, ils te guident, ils t'encouragent, ils t'orientent. Tu ne te sens pas seul. Et tu crées واحد le lien très fort avec ta promotion parce que vous passez des gardes Ensemble. ensemble, vous passez par les bons et les mauvais moments ensemble. Donc, Anna, franchement, j'ai eu la chance de connaître même euh, mes meilleurs amis, mes meilleurs amis aujourd'hui à travers l'internat. D'accord. Donc, je peux remercier l'internat pour ça. Et on reste toujours interne dans sa tête. Donc interne un jour, interne pour toujours. Interne toujours, c'est clair. D'accord. Pour clore le sujet définitivement, un message aux futurs internes, quel serait le meilleur moment pour préparer le concours d'interne? Cinquième année, fin cinquième année? Anna, personnellement, je ne l'ai pas passé en cinquième année pour des raisons personnelles. Euh, mais dès qu'on se sent prêt, si on est prêt ou si on a le temps, etc.,
il faut le passer soit en cinquième année, soit en sixième année. Il y a pas de différence. Franchement, un an, Zama, dans une vie, c'est Surtout dans une carrière de médecine. dans une carrière de médecine, comme tu dis, là, c'est rien. C'est vrai. C'est vraiment rien. Euh, donc, cinquième ou sixième année, c'est pareil. Juste le fait de le préparer, c'est déjà énorme. C'est vrai. C'est-à-dire que même si, Tu réussis pas le concours, tu vas même avoir si tu gagné. ne réussis pas le concours, c'est pas que des paroles en l'air, parce que je sais que tout le monde dit ça, ou les cas, c'est une réalité. Alors, c'est si tu prépares bien ton internat, que tu revois tout ton programme C'est vrai. d'internat, crois-moi que même si tu rates le concours, alors que tu as vraiment gagné quelque chose. D'accord. C'est sûr. Et bon, maintenant, prof, la gynécologie, c'est une spécialité Sarah qui est très attachante et personnellement, je pourrais m'y intéresser un jour. Mais la question, c'est quel est son avenir au Maroc? Est-ce que la gynécologie a un bon avenir au Maroc ou non? On n'arrêtera jamais d'avoir des enfants, les femmes C'est vrai. n'arrêteront jamais d'accoucher, mais c'est sûr que elle a de l'avenir, mais c'est une spécialité aussi qui est en pleine, peut-être elle existe depuis la nuit des temps, cette spécialité, surtout tout ce qui est obstétrical. C'est aussi une spécialité qui est en pleine expansion, qui s'ouvre sur beaucoup de domaines, qui interfèrent avec plusieurs spécialités et elle connaît vraiment un développement constant. Euh, c'est une spécialité qui a de l'avenir, c'est une spécialité euh, où tu es clinicien, où tu es radiologue, où tu es chirurgien. Donc tu as la vision complète et tu agis euh, sur sur toutes les étapes de ta prise en charge. Et donc je trouve que ça, c'est intéressant par rapport à d'autres spécialités. Euh, ou pour la définir, euh, je pense que tout le monde le sait, hein, comme le volet gynécologie et le volet obstétrique. Le volet obstétrique, c'est le suivi des grossesses, c'est l'accouchement, la planification familiale, etc. Et vous avez le côté gynécologique, où vous avez plein de surspécialités. Euh, la cancérologie, par exemple, essentiellement le cancer du sein, le cancer de l'endomètre, le cancer du col. Euh, à part ça, vous avez toute une partie qui traite des troubles de la statique pelvienne, tout ce qui est prolapsus, etc. Vous avez la gynécologie bénigne avec les fibromes, avec la pathologie bénigne euh, en globalité. On a aussi la procréation médicalement assistée, donc tout ce qui est fécondation in vitro, etc. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est comme de la cuisine, c'est un autre monde. Et donc, il y a aussi ceux qui se spécialisent en échographie, euh, l'échographie fétale, avec l'échographie morphologique, le dépistage des anomalies morphologiques en prénatal. Il y a aussi une spécialité, une surspécialité qui se développe de plus en plus, euh, c'est la médecine fétale, c'est-à-dire essayer de traiter le fœtus, de diagnostiquer et de traiter le fœtus in utero. C'est quelque chose qui se développe ou qui a pas encore, qui s'est pas encore, qui a pas encore vraiment trouvé sa place, mais qui intéresse de plus en plus de spécialistes aujourd'hui. Donc, c'est en train de prendre petit à petit au Maroc. Donc, c'est vraiment une spécialité très vaste dans laquelle on ne s'ennuie pas. C'est aussi une spécialité je ne sais pas si on en parle d'abord, du choix de faire gynéco. Ouais, c'était la prochaine question. La prochaine, ben, je te laisse la poser alors. Alors, quand est-ce qu'on peut choisir cette spécialité? Ça veut dire, en fonction de traits de personnalité, est-ce que c'est une spécialité avec une grosse charge de travail et de stress, ou bien un peu moins? Ça dépend aussi du volet. Est-ce que tu te spécialises dans le volet médical ou chirurgical de la spécialité? En gros, quand est-ce que je dois choisir gynécologie si je l'aime? Première chose, que tu sois passionné par la Bien gynécologie sûr. obstétrique. Et je conseille Zama, à tout le monde de faire la spécialité Qu'ils aiment. voilà, qu'il aime. Ça, c'est sûr. Sinon, ça va être un calvaire d'aller au travail tous Chaque les jours. jour, c'est vrai. Euh,
il faut savoir, faut savoir gérer son stress parce que c'est une spécialité Trop stressante. stressante, émotionnellement difficile. Euh, le volet obstétrical où tu as le pronostic d'un fœtus et parfois d'une maman, tu es en train de gérer deux vies en même temps. Euh, c'est parfois un peu difficile à vivre, mais c'est un travail que l'on fait sur nous-mêmes. euh, Avec les années d'expérience, etc., même si mais je vais pas te cacher que le stress, alors, tu vas jamais le perdre. Et que ce soit dans le milieu universitaire ou dans le milieu privé, des confrères peuvent en attester. Il faut, on opère, ou là, on a une femme qui est en train, qui est en travail. On n'est pas tranquille à la maison. Donc, faut aimer le stress, faut aimer l'adrénaline, ça c'est sûr. D'accord. Après, on peut faire la spécialité et se surspécialiser ou la prendre la direction de, de surspécialités qui sont moins stressantes, peut-être la procréation médicalement assistée, Bien juste prendre le volet médical. ou le volet médical aussi, ou le volet radiologique aussi. Mais vraiment, pour être honnête, pour l'instant, c'est difficile de sortir de ta spécialité ou directement tu te surspécialises ou là tu t'orientes vers un créneau. D'accord. Il faut du temps. C'est sûr que tu vas être polyvalent au début. Et petit à petit, avec l'expérience, tu vas prendre ton chemin. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais tu peux te fixer comme objectif qu'à 40 ans, par exemple, là que tu auras pris un volet de cette spécialité qui est moins stressant si tu ne supportes pas ça. D'accord. Donc, c'est une formation très longue. Il faut travailler au-delà des années de résidence, qu'il faut aussi gérer son stress parce que c'est une spécialité qui va demander beaucoup d'adrénaline. Comme vous avez dit, on peut vous appeler à la maison à n'importe quel moment. C'est ça. Et c'est aussi une spécialité où si on n'aime pas travailler en équipe, vaut mieux pas la faire parce que c'est vraiment un vrai travail d'équipe, Pluridisciplinaire, en fait. pluridisciplinaire. Sage-femme. La pluridisciplinarité, tu la retrouves dans pas mal de spécialités, mais quand je dis travailler en équipe, c'est que بحال l'obstétrique, il y a plusieurs intervenants qui interviennent dans l'urgence, comme j'ai dit tout à l'heure, les réanimateurs, les infirmiers anesthésistes, les sages-femmes, etc. C'est vraiment un dialogue continu, des prises de décision continues qui se font dans les équipes. C'est une vraie spécialité de collective. Mais on remarque qu'il y a de plus en plus de jeunes médecins qui s'intéressent à cette spécialité. Et là, attire les jeunes médecins. Elle attire les jeunes médecins. À un moment donné, j'ai pas eu cette impression, mais je sais euh, que maintenant de plus en plus, euh, parce que c'est une spécialité qui est vraiment vaste. Et C'est je vrai. pense que c'est ce qui attire. Et même sur le plan chirurgical, parce que on est avant tout chirurgien, on le fait pour l'humain, pour la santé de la femme, etc. Mais il faut avoir un plaisir dans ce qu'on pratique. Et tout chirurgien, dans toutes les spécialités, là, si tu lui poses la question, la gueule, je trouve un plaisir à opérer, à apprendre telle technique, à faire cette C'est vrai. technique, etc., à voir les résultats, etc. Donc ça, c'est le côté personnel de la chirurgie, avantage personnel que tu peux en tirer. Et c'est une spécialité, même sur le plan technique, chirurgical, qui est vraiment euh, assez bien étoffée, c'est-à-dire que tu as de la chirurgie par voie vaginale, tu as la chirurgie par voie cœlioscopique, tu as ce qu'on C'est un appelle peu nouveau la célioscopie. non, non, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau du tout. La cœlioscopie, en gynécologie, c'est même la gynécologie est même l'une des premières spécialités qui a utilisé l'endoscopie. Donc la cœlioscopie est développée en termes de chirurgie gynécologique. Il y a l'hystéroscopie, c'est le fait d'opérer à l'intérieur de l'utérus par une caméra. Euh, il y a aussi, pour les amateurs aussi de chirurgie plastique, euh, il y a on peut combiner les deux.
en gynécologie, par exemple, en chirurgie du sein, plus spécifiquement, où aujourd'hui on opère moins, enfin, les patientes avec des techniques radicales, bħal la mastectomie, on va enlever totalement un sein, on opère plus en proposant des reconstructions par des prothèses, etc., en opérant des cancers tout en gardant un aspect esthétique euh, euh, acceptable pour la femme. Tout ça dans l'esprit de prendre en considération l'importance du sein en tant que symbole de Féminité. féminité. Donc même cette chirurgie s'est beaucoup développée et elle est vraiment très intéressante. D'accord. Concernant la voie de l'accouchement, pour vous, c'est un choix du médecin ou de la patiente? Pour moi, c'est un choix. Tout d'abord, je suis contre le fait d'infantiliser tous les patients, toutes les spécialités. C'est sûr que les prises de décision sont faites de manière conjointe avec le médecin. On n'est plus dans les années peut-être 70 où le médecin est هذاك السيد اللي ما تقدرش تهضر معاه ولا إلا قال لك شي حاجة ما تقدرش discuter معاه ولا هنا on est dans l'ère où tu prends plusieurs avis, où tu peux avoir plusieurs options thérapeutiques, etc. C'est jamais figé. Et donc, il faut absolument intégrer la patiente dans les prises de Décision. décision tout en expliquant l'intérêt de ce qu'on va faire et même les possibles complications, les possibles répercussions dans l'avenir. Et donc, une patiente qui est bien informée ne posera pas de problème, euh, sera maîtresse de ses décisions conjointement avec le médecin. Et pour revenir à la voie d'accouchement, bien sûr, tant que la voie basse est possible, Voilà. il faut la faire. Moi, j'ai ma chef de service qui dit toujours une phrase intéressante aux étudiants, c'est que il faut toujours penser à la première indication de C'est la la voie basse. césarienne. La première indication de la césarienne, il faut bien la peser. Il faut bien la peser parce que ensuite, euh, toutes les complications qui peuvent survenir sur des utérus qui sont fragilisés par une cicatrice peuvent être acceptables si la première césarienne est justifiée, ou ils sont inacceptables si la première césarienne a été faite juste par convenance ou le médecin lui a proposé ou elle a proposé de faire de bénéficier d'une césarienne. Euh, on peut accepter, en d'autres termes, on peut accepter les complications quand elles arrivent sur, Justifiable, de façon justifiable. voilà, sur une première césarienne ou une deuxième césarienne, troisième césarienne, mais ces césariennes étaient justifiées, on peut l'accepter. Elles peuvent arriver dans les deux cas, Oui. soit que quand la première césarienne est justifiée ou pas. Ou on peut les accepter parce qu'on a fait les premières césariennes, c'était justifié, mais on ne va pas les accepter. Euh, on ne va pas accepter ces complications qui peuvent être graves pour la patiente et pour son bébé si la première césarienne ou les premières césariennes ont été faites juste par convenance. D'accord. Ça, c'était pour le côté chirurgical. Pour le côté médical de la spécialité, ça veut dire le suivi doit se faire à quel rythme? Quels seraient vos conseils pour les jeunes résidents qui commencent la spécialité lors des consultations? Comment gérer le stress de la patiente? Le calcul de la hauteur utérine, à partir de quel moment? Ce genre de trucs qui ont rapport avec la sémiologie. Alors, il y a des choses qui sont importantes lors du suivi prénatal. Tout d'abord, il faut absolument qu'une échographie de datation soit faite au premier trimestre, c'est-à-dire entre 11 semaines et 13 semaines plus 6 jours. C'est une échographie qui est importante parce qu'elle va permettre de dater euh, à quasiment plus ou moins 3, plus ou moins 4 jours le début de la grossesse. On sait quand est-ce que cette grossesse a débuté. D'accord. Et donc, on fait cette datation euh, entre 11 semaines et 13 semaines plus 6 jours à partir de la longueur crânio-caudale. Vous allez me dire pourquoi on va s'acharner à dater. Parce que tout simplement, on doit savoir quand est-ce
que cette grossesse doit se terminer. Parce qu'une fois qu'on est dans les dépassements de terme, dans les grossesses prolongées, il y a beaucoup de morbidité par rapport au fœtus. C'est vrai. Et aujourd'hui, au Maroc, c'est toujours le cas, les femmes qui ne sont pas suivies ne connaissent pas réellement leurs termes et peuvent tomber dans le dépassement, voire le dépassement de terme sans s'en apercevoir. Et parfois, il y a des mauvaises nouvelles, des morts fétales intra-utérines, etc., parce qu'on ne sait pas euh, quand est-ce que cette grossesse devait se terminer. Ça peut jouer un rôle aussi dans l'estimation, la croissance du fœtus. Pour pouvoir interpréter la croissance du fœtus, dire s'il est en retard de croissance, s'il est trop petit, s'il est trop gros, c'est un macrosome, etc., il nous faut la date exacte de la grossesse. Parce qu'on va évaluer ce poids par rapport à l'âge gestationnel. Or, si cet âge gestationnel n'est pas précis, exemple, la parturiente, elle a 33 semaines d'aménorrhée, et j'ai une estimation du poids qui correspond à 38 semaines d'aménorrhée. Là, c'est un décalage. Il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Mais pour que je puisse me poser la question, Il faut que je sache. il faut que je sache la date. Parce que si elle est effectivement à 33 semaines, c'est un macrosome. Si on ne sait pas si elle est à 33 semaines, donc peut-être qu'elle est à terme, elle est à 38 semaines, et moi je ne le sais pas. Donc Toujours dater la grossesse. toujours dater la grossesse, faire les sérologies de la grossesse, à savoir Toxoplasme. toxoplasmose, si elle est négative, conseiller la femme pour les mesures hygiéno-diététiques. Éviter les chats. L'éviction des chats, ماشي éviter les chats ما تشوفوش ما يكونش حداها, mais un chat qui est vacciné, qui est propre à la maison, etc. Peut-être éviter de toucher à la litière du chat, ou là si on touche à la litière du chat, peut-être se laver les mains. Les crudités, il faut bien les laver, consommer des viandes qui sont bien cuites. Donc un certain nombre de mesures qui évitent l'infection ou la séroconversion toxoplasmique pendant la grossesse, qui peut être très grave pour le fœtus, donner des malformations. Et donc, faire une toxoplasmose en dehors de la grossesse, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on est immunisé. Et donc, on n'aura pas à faire des mesures hygiéno-diététiques pendant la grossesse. Donc, c'est un cadeau. On avait un chef de service de pneumologie qui nous disait tout le temps, le meilleur cadeau que vous pouvez faire à une femme, c'est de lui offrir un chat. Qui a la toxoplasmose en dehors de la grossesse. Et donc, si la sérologie toxoplasmique est négative, il faut la refaire de manière mensuelle. Autre chose, il y a la sérologie de la rubéole, et on peut compléter aussi par l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH. Le premier trimestre aussi, c'est une échographie qui nous permet de voir la clarté nucale, et donc dépister les aneuploïdies. C'est-à-dire les trisomies, Les karyotypes. voilà, les aneuploïdies, trisomie 21, 18, 13, etc. Ce qui est important aussi, et qu'on ne dit pas beaucoup, c'est l'importance du dépistage de l'infection urinaire pendant la grossesse. Cystite. On peut arriver bien sûr à des cystites, à des pyélonéphrites, etc. Mais il faut pouvoir la dépister en fait. Dépister, c'est que la parturiente n'a pas de signes fonctionnels urinaires, n'a pas de symptômes. Elle vous dit, j'ai ni brûlure mictionnelle, ni polacurie, ni rien du tout. Mais il faut quand même la dépister à chaque consultation prénatale. D'accord. Comment? Par une bandelette urinaire. En recherchant les leucocytes dans la bandelette urinaire, en recherchant les nitrites dans la bandelette urinaire, et si c'est positif, compléter par un ECBE et traiter l'infection urinaire. Je vais te dire pourquoi. Et pour certaines patientes qui sont à risque, qui ont par exemple des terrains pas d'immunodépression, mais d'immunité un peu réduite, comme les diabétiques, celles qui prennent une corticothérapie au long cours, etc., ou des traitements qui réduisent l'immunité de manière générale, doivent bénéficier d'un ECBU mensuel. Pourquoi je te raconte l'histoire de l'infection urinaire? Parce que l'impact d'une infection urinaire pendant la grossesse est grave. C'est-à-dire que... pronostic vital et fonctionnel. Mais dans l'extrême, ce qui peut se passer, c'est que vu
de terrain relativement immunodéficient de la grossesse, je dis bien entre guillemets, euh, eh bien, elles peuvent faire des complications de leur infection urinaire, c'est-à-dire des complications maternelles. On peut arriver à une pyélonéphrite aiguë gravidique jusqu'à un choc septique qui peut même mettre en jeu le pronostic vital de la mère. Mais au-delà de ça aussi, eh bien, c'est la première cause d'accouchement prématuré, c'est l'infection urinaire. L'infection urinaire provoque des contractions prématurément et donc augmente le taux de prématurité euh, dans le monde. Et ça, c'est bien connu et c'est pour ça qu'on dépiste cette infection urinaire. Et qui dit prématurité, dit une prise en charge qui est lourde pour le nouveau-né, qui va devoir passer en néonatologie, peut-être pendant une semaine, 2 semaines, un mois, etc., juste parce qu'on n'a pas dépisté cette infection urinaire et qu'on ne l'a pas traitée. Donc ça, c'est quelque chose de très important pendant la grossesse. Ensuite, vous avez l'échographie du deuxième trimestre, qui est une échographie morphologique pour dépister les anomalies en prénatal, pouvoir proposer des thérapies pendant la grossesse, mais aussi dépister des fœtus qui devront avoir une prise en charge chirurgicale en postpartum, donc juste après l'accouchement. Comme le spina bifida, par exemple. Le spina bifida, comme certaines cardiopathies, comme certaines anomalies des voies excrétrices, les valves de l'urètre postérieur, comme l'atrésie de l'œsophage. Donc ce sont des malformations qui peuvent être dépistées et sans ce dépistage, eh bien, ces bébés, peut-être qu'ils vont rentrer à la maison et peut-être qu'ils vont avoir des grosses complications ou là qu'on va les récupérer dans des états graves, C'est vrai. voire conduire au décès du bébé, alors que si on avait cette information-là en prénatal, eh bien, on aurait pris les mesures adéquates pour le sauver. En parlant des malformations, je viens de penser à une question concernant les mariages consanguins entre les personnes d'une même famille. Est-ce que c'est vrai que c'est un grand facteur de risque Bien sûr, bien sûr. La consanguinité fait apparaître des pathologies génétiques qui peuvent être récessives et se déclarer lors d'un mariage consanguin. Et c'est pas quelque chose à prendre à la légère. donc à éviter? Euh, je ne sais pas si c'est à éviter, mais c'est sûr qu'il y a un risque quand on est consanguin, surtout au premier degré, etc. Donc dans ce cas, il faut bien faire les analyses pour les gènes récessifs. Pour les... C'est surtout qu'il faut, si une pathologie est connue dans la famille, il faut passer par un conseil génétique, une consultation en Oui. génétique, qui va déterminer la fréquence d'apparition de cette pathologie dans la descendance. Et donc, il faut être informé de tout ça avant d'entreprendre la conception. D'accord. Maintenant, vu qu'on est en octobre et que c'est l'octobre rose, et comme on a vu le fond là, c'est un fond rose, Rose. parlons un peu du dépistage du cancer du sein. On sait bien que c'est un cancer, l'un des plus fréquents, si ce n'est le plus fréquent chez la femme, et qu'on sait aussi que c'est un cancer qui, si pris en charge tôt, le pronostic est bon. Donc, la première chose à penser, c'est d'essayer de dépister de façon la plus précoce possible. Quels sont les signes cliniques précoces ou pas qu'il faut, quand on a un changement dans le corps de la femme, qu'il doit bien le savoir et le détecter et aller voir un médecin? Alors, non, on veut pas arriver à ça déjà. On veut pas arriver au signe clinique. C'est vrai. On veut arriver et on veut dépister des cancers qui sont infracliniques. C'est-à-dire dépister un stade quand on dit dépister un stade précoce, c'est pas toucher un nodule qui fait 2 centimètres. Et on dit, ouais, c'est un petit nodule, donc on a intervenu précocement, etc. Là, ce qu'on veut euh, dans un monde parfait, c'est dépister à travers des mammographies de dépistage des cancers qui ne sont pas, euh, qu'on ne retrouve pas à l'examen clinique. Et donc c'est tout ça le challenge. Pour le dépistage, il faut déjà commencer, en dehors de toute histoire familiale de cancer du sein, par une autopalpation régulière à partir de 30 ans, euh, c'est-à-dire euh, devant le miroir, après la douche, etc. On essaie de palper le sein, les différents cadrans de manière circulaire, voir s'il y a des nodules dans le creux axillaire, etc. Il faut apprendre et éduquer nos patientes
à le faire, sans pour autant que ça devienne anxiogène. Parce que, عاوتاني dire aux patients tout le temps, est-ce que tu fais l'autopalpation? Il ne faut pas que ça devienne maladif, C'est vrai. quand même. Une obsession. Une obsession, faut le faire de temps en temps, une fois par mois, chaque 2 mois, quelque chose comme À ça. partir de n'importe quel âge. À partir de, oui, à partir de n'importe quel âge, mais surtout à partir de 30 ans, on va dire. D'accord. Parce que c'est là où on commence à voir des cancers du sein. C'est vrai que le pic, c'est à partir de 40 ans, 40-45 ans, mais on voit quand même des cancers du sein de plus en plus Chez les jeunes. chez les jeunes. Et donc oui, il faut adopter ça, avoir l'habitude de se palper les seins. Et puis arrivé à 45 ans, à 40 ans, eh bien, il faut faire une mammographie de dépistage tous les 2 ans jusqu'à 75 ans. Et donc cette mammographie de dépistage va nous permettre de diagnostiquer, de repérer des anomalies radiologiques qui sont suspectes, qu'on va aller peut-être biopsier, puis diagnostiquer comme cancer et commencer les différentes thérapies. Il y a aussi un truc qui peut aider, c'est avoir un médecin de famille que tu peux consulter à tout moment pour faire une palpation mammaire ou bien un examen complet pour vérifier si tout va bien à chaque fois. Effectivement, on compte sur le médecin de famille, le médecin généraliste, euh, pour ne pas oublier de sensibiliser déjà et de demander la mammographie de dépistage à partir de 40 ans. Et moi, ce que je dis aussi, même à mes étudiants tout le temps, c'est que il faut avoir l'habitude, même dans vos services, quand vous allez devenir résident, etc., ne pas oublier, en dehors du contexte de l'urgence, bien entendu, de vérifier le statut du dépistage du cancer du sein quand vous avez une femme qui a plus de 40 ans et demander une mammographie de dépistage si ça n'a jamais été fait. Donc en fin de consultation, là, ou là, pendant votre anamnèse, si c'est une femme, il faut poser la question du statut du statut du dépistage, si elle est à jour ou pas. Pour continuer dans cette même ligne, quels seraient trois conseils à donner aux jeunes praticiens dans la voie de la gynécologie ou bien même de la médecine générale lors d'un examen gynécologique? Examen gynécologique, c'est un examen qui est Oui, très sensible, où on rentre dans l'intimité de la femme. Déjà, il faut instaurer un climat de confiance. confiance, c'est-à-dire être agréable, être respectueux, sans dépasser des limites, bien entendu. Expliquer avant de faire, d'agir, toujours expliquer avant d'agir. C'est-à-dire que après votre anamnèse, etc., quand vous passez au moment où vous devez examiner la patiente, il faut lui expliquer pourquoi vous réalisez ces examens. Pourquoi je vais faire un toucher vaginal? Pourquoi je vais mettre un spéculum? À quoi ça sert? D'accord? Donc, une fois que vous intégrez la patiente dans ce cheminement, eh bien, elle accepte beaucoup plus. Euh, et donc, ne pas hésiter aussi euh, à, euh, à dire quelques petits mots comme, vous savez, si je commence, si vous avez mal, je vais m'arrêter, on peut arrêter quand vous voulez, il faut que vous soyez à l'aise, etc. Donc, c'est pas juste je le dis au début et puis, non, c'est vraiment sujet. À chaque fois que vous voyez une réaction de la patiente, vous pouvez reposer la question, essayer de la mettre à l'aise, etc. D'autant plus que lors de notre examen, parfois il y a des examens qui peuvent être douloureux ou parfois, on va dire, pas douloureux, mais ça dépend des patientes, mais désagréables. Et donc, il faut prévenir, par exemple, de la pose d'un spéculum, par exemple. Il faut déjà expliquer pourquoi. Par exemple, je donne l'exemple d'une patiente qui va consulter pour des métrorragies, pour des saignements. Donc, vous devez lui expliquer que vous allez mettre le spéculum pour essayer de voir d'où vient ce saignement. Est-ce qu'il est d'origine endo-utérine? Est-ce qu'il provient du col? Est-ce qu'il provient des parois vaginales? Donc, c'est pour ça que je vais utiliser le Et spéculum. ce sera douloureux. Et ce sera douloureux. Bien sûr, alors monsieur, vous allez lui dire Ah, parce que ça peut très bien se passer, et ça peut ne pas être douloureux. Moi, je dis juste que parfois, ça peut être désagréable, voire douloureux. C'est possible. Et donc, il faut
préparer la patiente à cette éventualité. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et donc, le fait de lui dire que voilà, lui présenter déjà l'instrument que vous allez utiliser. Euh, et puis, vous verrez lors de vos stages et aussi lors de séances de simulation comment essayer de poser un spéculum avec le moins de douleur Possible. possible. Donc, une fois que vous avez expliqué tout ça, euh, c'est c'est OK. La majorité du temps, ça se passe très bien. D'accord. Et maintenant, on va switcher le discours. Avant, on parlait aux étudiants en médecine. Maintenant, on parle en arabe aux gens de la population générale. Quels seraient les conseils que vous leur donniez pour Mais prévenir? avant, on Oui. va parler du cancer du col. Ah, bien sûr. Parce que le Oui. cancer du col, s'il y a deux choses, je te conseille même de jamais parler du cancer du sein Sans sans parler de parler du cancer du col. cancer du col. Parce que c'est vraiment deux cancers sur lesquels on peut agir. Et donc, dans le sein, on était dans une sorte de dépistage précoce. Mais maintenant, pour le cancer du col, qui, il faut le savoir, euh, donne malheureusement approximativement 3000 décès par an de cancer du col, parfois dans d'atroces souffrances, dans la douleur, quand un cancer du col Métastatique. est métastatique et dans un stade avancé, comme tu dis, c'est de la douleur. C'est beaucoup de douleur. Euh, Altération profonde d'état général aussi. Altération vraiment profonde. Je ne sais pas si tu as déjà vu une patiente qui a un cancer du col à un stade terminal. Je suis pas encore passé par la gynéco. Ouais, tu verras que c'est pas que tu prendras le temps à chaque fois de vérifier qu'une femme fait son dépistage. Et pour parler brièvement du cancer du col, aujourd'hui vous avez la possibilité de faire le vaccin anti-HPV. Le papillomavirus, il faut le savoir, c'est pas un virus. Il y a plus de 200 sérotypes et donc ils ne sont pas tous oncogènes, ils ne donnent pas tous Le le cancer. cancer. Il y en a certains qui sont oncogènes et on a des vaccins pour ces virus. Donc il faut faire vacciner les petites filles de 11 à 15 ans et de 11 à 14 ans et de 15 à 19 ans en rattrapage. Ça fait partie maintenant du programme national de vaccination au Maroc. On a du mal à instaurer cette vaccination. Les gens ne vaccinent. Les taux de vaccination sont très faibles, donc il faut encourager votre. Il ne faut pas avoir peur de ce vaccin. C'est un vaccin qui a plus de 30 ans d'existence et sur lequel on a un recul Plusieurs études. qui est très important. Et donc ça va nous faire que du bien. Et donc, ne pas oublier aussi que même si c'est pas dans le programme national de vaccination, qu'il faut aussi vacciner les garçons. C'est vrai. Le même âge, etc., les mêmes protocoles. Et puis, au-delà de la vaccination, même si on est vacciné, on doit quand même faire un dépistage des anomalies précancéreuses à partir de 25 ans, quand on a eu des rapports sexuels, avant 25 ans. Euh, le protocole, c'est qu'il faut faire un premier frottis, entre 25 et 30 ans, un premier frottis, s'il est normal, l'année d'après, puis chaque 2 3 ans. Ok. Arrivé à 30 ans, on commence à faire ce qu'on appelle un test HPV. On va voir, vu que le papillomavirus égale cancer du col, c'est-à-dire que C'est un état précancéreux qui se cancérise dans beaucoup de cas. c'est un cancer qui est viraux-induit. Non, le cancer va apparaître dans de très rares cas. Ah, ok. C'est-à-dire que la majorité du temps, on aura une infection HPV, Asymptomatique, juste avec le... asymptomatique, peut-être latente, et peut-être que dans la majorité du temps, notre organisme va le détruire et va l'éliminer. Oui, Mais chez ces patientes qui vont garder une infection chronique à papillomavirus, au bout de 10 ans, 15 ans, elles auront le cancer du col. D'accord? Et donc, c'est un phénomène je rare l'ai jamais sur ignoré. le plan histoire, physiopathologie, etc. et fréquence. Si on voit les patientes qui vont le développer, c'est assez rare. Mais quand c'est la persistance de l'infection qui va donner les anomalies D'accord. cytologiques et donner le cancer du col. Et donc, à partir de 30 ans, on commence à demander le test HPV. S'il est négatif, eh bien, on est tranquille pour 5 ans. S'il est positif, Il faut traiter. il faut pousser les investigations par un frottis. D'accord. Donc, il ne Voilà. faut jamais ignorer l'HPV. Jamais ignorer et tout le monde d'abord actuellement كلشي خصو اللي في المحيط ديالو يقول ليه خصو يدير la vaccination s'il est fait les âges هادو اللي قلت لك. D'accord.
Maintenant, on revient à notre question, ce qui va concerner les gens qui ne sont pas en médecine, surtout les femmes en âge de procréer, femmes, les jeunes couples. Comment gérer leur période de grossesse pour un maximum d'effets positifs pour leur enfant? Déjà, ça commence en préconceptionnel. C'est-à-dire قبل ما تحمل خصني نكون عارف في راسي بأن راه في لو كوبل راه بغينا ان enfant. خصو يكون ان كادر اللي يكون acceptable, c'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan social, etc. Est-ce que l'enfant, on va pouvoir lui procurer ce dont il a besoin. هادشي ماشي كنقولوا لك كنتفلسف. C'est vrai, C'est ce qu'on appelle la planification oui, familiale. C'est-à-dire qu'il faut savoir planifier la venue d'un enfant. oui, مي كنديروا la planification familiale, ديك الساعات كنشوفوا le couple ou la femme qui va avoir cet enfant واش عندها des pathologies préexistantes بحال دابا واش عندها شي امراض اللي خاصها تقادهم وتوازنهم قبل ما تبدا الحمل ديالها. هذه اول حاجه. يعني بحال دابا نعطيو المثال ديال السكر. قبل من الحمل ما يمكنلكش تحمل بالسكر ديالك وهو مازال ما تقادش، الخزان ديالك فيه 10% بحال دابا. خاص تمشي عند طبيب خصك تمشي الاندوكرينو. تقاد، فوالا تقاد السكر ديالك مزيان. ياك يكون عندك بحال دابا الخزان قل من 7، عاد ديك الساعات تقدر هادشي الا بغيتي تجنب لي كومبليكاسيون اللي يقدروا يوقعوا لك في لا غروسيس لي او ديابيت. خاص لا بريز ديال لاسيد فوليك، فيتامين بي 9، حيت هاد الفيتامين بي 9 كتقلل من النسبه ديال هاد التشوهات اللي قلنا ديال العمود الفقري، بحال سبينا بيفيدا كتقلل منهم. دونك خاصها تكون اون بريز على الاقل ديال 3 شهور قبل من الحمل. دونك هنا كنسمي راسي بان كنوجد راسي للحمل. والحمل خصو يكون واحد الفتره اللي هي واحد الفتره اللي تقدر دوز منها المراه بزاف ديال الصعوبات، ولكن كاين شي فترات اللي كيكونوا مهدنين ما فيهم حتى شي مشكل. لا ماجوريتي دو طون لو دوزيام تريمستر كيدوز ترانكيل، لو بروميير تريمستر كيكونوا فيه لي فوميسمون ايتترا. مي اون غلوباليتي خاصك تبروفيتي في ديك الحماله وتعيشها مزيان وتعيشها بلا لو ستريس بلا حتى شي حاجه، طونك راك متبعه كدير لي كونسلطاسيون بريناتال ديالك، متبع الحمل ديالك مزيان. ما تبداش تصور شي حوايج اللي اصلا ما كاينينش، حيت اوغوزمون لي كومبليكاسيون راه ils sont rares. يقدروا يقول لك لي étudiants حنا كنشوفوا بزاف دي كومبليكاسيون، سي جوست parce qu'on est à l'hôpital ou qu'on est d'un niveau 3 et donc on draine toutes tous les cas compliqués. Mais c'est un phénomène physiologique عادي. الحماله شي حاجه اللي كيتكاثر بها الانسان والحيوانات وكل شيء. سي quelque chose de physiologique ماشي مرض. ما كنمشيش عند الطبيب حيت عندي مرض، ولكن عندي حماله وخاصها دوز مزيان. خصها دوز مزيان. الجانب النفسي هو مهم. اكزاكتومون. دونك هادو هما النصائح اللي نقدر نعطي الامهات والاباء في فتره الحمل، هما يدوزوا هذيك لا بيريود يبروفيتيو منها او ماكسيموم، ما يعيشوهاش في لو ستريس. ايوا شكرا بزاف استاذ، الحلقه كانت صراحه استفدت انا شخصيا بزاف، ومتاكد ان الناس تفرجوا يكونوا استفادوا بزاف، و سيتي ان بليزير دو فوز افوار. ميرسي بوكو. شكرا لك بزاف.